me faire la souris sur les slides. En fait, en préparant ce webinaire, on s'était dit que ce serait bien de faire un peu une focale sur l'actualité juridique dans notre écosystème de la formation professionnelle, au regard à la fois des mesures d'urgence qui ont, pour certaines d'entre elles, ont été prorogées ou confirmées, dans le cadre évidemment de ce qu'on va appeler l'épisode 2 du confinement, si j'ose dire. Et puis, on va regarder après, on va s'arrêter un peu plus aussi sur les mesures formation du plan de relance, telles que Aurélia l'a effectivement posé un peu en guise d'introduction, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes finalement et qui évidemment sont très structurantes, à la fois évidemment pour les organismes de formation, mais aussi et surtout pour les employeurs, dans cette période quand même qui est une période très troublée et qui est quand même assez inédite du point de vue macroéconomique, on va dire. Alors, peut-être regardons d'abord les mesures d'urgence. Ce que je voulais peut-être commenter, c'est plusieurs choses. D'abord, sur ces mesures d'urgence qui ont été prises pendant la crise sanitaire. La première d'entre elles, qui est quand même notable, c'est l'ordonnance du 1er avril 2020, qui a été prise, c'est vrai, pendant la première vague de la première période de confinement à l'époque, mais qui a des effets on va dire à plus long terme que la seule période de confinement, puisque notamment dans le cadre de cette ordonnance, on a permis aux entreprises de pouvoir décaler la date de réalisation de leurs entretiens de bilan. Vous savez, ces nouveaux entretiens professionnels qui, tous les 6 ans, doivent faire l'objet d'un bilan sur la période passée de chaque collaborateur qui a acquis au moins 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'objectif étant, au cours de ces entretiens, de s'assurer que le collaborateur n'est pas resté statique dans son emploi en vérifiant qu'un certain nombre de mesures ont pu lui être proposées, notamment en matière de formation professionnelle. Donc, ces entretiens dits de bilan ou encore entretiens professionnels renforcés vont pouvoir être reportés à l'initiative de l'employeur jusqu'à la fin de l'année. Alors, pourquoi reporter? Parce que la loi nous dit que ces entretiens de bilan doivent être proposés à partir du moment où le salarié a acquis au moins 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Or, comme cette mesure a été introduite par la loi de mars 2014, donc il y a effectivement 6 ans, et qui est entrée en vigueur précisément le 7 mars 2014, eh bien, ce sont tous vos collaborateurs qui étaient déjà présents dans les effectifs des entreprises au 7 mars 2014, qui théoriquement sont censés avoir bénéficié d'un entretien de bilan précisément à la date butoir du 7 mars 2020. Voilà. Donc, le sujet, c'était dans le cadre de cette ordonnance, puisqu'évidemment, on était à l'époque en pleine période de confinement, permettre aux entreprises un assouplissement, effectivement, leur permettre de pouvoir valablement organiser ces entretiens de bilan jusqu'à la fin de l'année, sans avoir une quelconque incidence en termes de sanctions. Sachant que, je le rappelle, l'enjeu, c'est un peu une belle épée de Damoclès qui repose sur la tête des entreprises, parce que si les entreprises ne réalisent pas ces entretiens de bilan selon l'échéance légale qui est imposée, eh bien, elles risquent de devoir verser un abondement correctif du compte personnel de formation de leurs salariés à hauteur de 3 000 €. Donc évidemment, 3 000 € multipliés par le nombre de collaborateurs d'une entreprise qui n'aurait pas pu bénéficier de ces entretiens, ça chiffre assez vite. Alors, associé à cette première mesure qui était prévue par l'ordonnance du 1er avril, il y en a une seconde qui était très en lien avec la première, c'est le fait d'avoir décalé ces fameux abondements correctifs. Cette somme de 3 000 €, si les entreprises en sont redevables, parce qu'effectivement, elles ne remplissent pas les conditions légales qui doivent être vérifiées dans le cadre des entretiens de bilan, voire elles ne réalisent pas ces entretiens de bilan tout simplement, eh bien, effectivement, elles doivent verser l'abondement correctif. De ce point de vue-là, ce qu'a prévu l'ordonnance, c'est de permettre à ces mêmes entreprises de pouvoir verser les abondements correctifs en 2021, sans devoir les verser là tout de suite en 2020. Donc ça reporte un peu, si j'ose dire, l'échéance de paiement. C'est un décalage du paiement, ce n'est pas une annulation de la dette, ou autrement dit de la créance de l'État sur les entreprises concernées. Voilà, donc c'est bien, mais ce n'est pas un cadeau fiscal qu'on vous fait. Voilà. S'agissant des organismes de formation, on a reporté l'exigence pour ces organismes d'être certifiés Calliope, donc la certification qualité qui effectivement a été introduite par la loi Avenir Professionnel et qui entrait en vigueur pour tous les organismes de formation dispensant une activité de formation continue à compter du 1er janvier 2021, a été reportée d'une année. Donc finalement,
tous les prestataires sont alignés, si j'ose dire, sur la même ligne de départ, à savoir 1er janvier 2022 pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour les organismes de formation qui exercent une activité de formation continue que les CFA, les centres de formation d'apprentis, puisque eux, dès le départ, la loi avait prévu pour les CFA préexistants une règle un peu plus favorable, puisqu'ils devaient être certifiés qualité à partir de 2022. Donc finalement, tout le monde est aligné, on va dire, sur la même ligne. Et donc, ça permet d'accorder une année supplémentaire pour les prestataires de formation, ce qui est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Alors, petite précision à ce sujet, il est question que le référentiel Calliope soit modifié afin de rendre obligatoire, en fait, afin d'ériger, si j'ose dire, sous la forme d'un indicateur supplémentaire, le fait que l'organisme de formation, quelle que soit sa taille d'effectif, quel que soit son chiffre d'affaires, mette en place une plateforme de formation à distance. Donc ça, ce critère-là, c'est quelque chose qui a été évoqué. Il y a eu plusieurs échanges avec le ministère du Travail. Rien n'est écrit, rien n'est encore très officiel. Donc, c'est quelque chose qui est évoqué et qui fait écho, en fait, à la proposition qu'on abordera après, dans un instant, sur le plan de relance, qui consiste effectivement pour l'État à financer la digitalisation de l'offre de formation. Autre sujet sur les procédures d'enregistrement au répertoire spécifique des certifications et des habilitations. On a reporté d'une année supplémentaire l'échéance du renouvellement de l'enregistrement au répertoire spécifique de toutes les habilitations qui étaient recensées et qui arrivaient à échéance, on va dire, au 31 décembre 2018. Voilà. Alors, sur la slide d'après, un commentaire d'un décret qui a été publié très récemment, du 29 octobre dernier, et qui concrètement ajuste les règles applicables sur la façon de dispenser des formations et d'accueillir des stagiaires en formation, qu'on soit d'ailleurs organisme de formation ou centre de formation d'apprentis. Et là, évidemment, contrairement à la première vague de confinement, on est évidemment sur un confinement largement remanié, qui d'ailleurs fait beaucoup parler de lui, très concrètement, sur les nouvelles modalités d'organisation collective du travail dans les entreprises d'une façon générale. Finalement, c'est un peu la même règle qui s'applique en formation que celle qui est désormais applicable dans les entreprises, dans les relations de travail entre employeurs et salariés. À savoir, le principe, c'est le télétravail, et l'exception devient effectivement le travail en présentiel, en situation effectivement dans les locaux de l'entreprise, en atelier ou en usine, etc. Sachant qu'évidemment, l'idée, c'est que pour toutes les prestations de services de type intellectuel, celles-ci, par nature, elles ont structurellement plutôt tendance à pouvoir être réalisées à distance dans le cadre du télétravail. Eh bien, c'est un peu la même règle qui a été retenue pour l'activité de formation professionnelle. Le principe, c'est désormais de dispenser des formations à distance, l'exception étant de pouvoir, dès lors que la formation, l'objectif pédagogique ou la finalité professionnelle ne s'y prête pas, de pouvoir organiser en présentiel la formation. On est là sur quelque chose qui est très clairement une nouvelle règle, ou en tout cas à tout le moins un tempérament par rapport à l'interdiction de principe qui avait été posée dans les précédents textes lors du premier confinement, puisque vous le savez très bien, les organismes de formation lors du premier confinement, qui avaient tous évidemment une habilitation ERP, n'étaient plus autorisés à accueillir du public, donc a fortiori, n'étaient plus du tout autorisés à accueillir des stagiaires dans les salles de formation, enfin dans leurs locaux. Voilà, donc l'accueil en présentiel, il est possible, mais il suppose de pouvoir être justifié. Et l'idée, c'est quand même d'y recourir de façon adéquate, proportionnée, et encore faut-il pouvoir le justifier par rapport à la règle de principe qui est finalement désormais la FOD, la formation distancielle. Donc, ça dépend du public qu'on accueille et de la nature de la formation. Donc, la nature du public, c'est notamment pour des publics peut-être moins qualifiés, des jeunes apprentis ou des stagiaires qui ne disposent pas chez eux du matériel requis pour pouvoir évidemment suivre la formation à distance. Et au regard de la formation, évidemment, si la formation en centre de formation, elle suppose de recourir à des plateaux techniques ou à des machines ou à des engins à devoir manipuler, il est évident que c'est compliqué de le faire de chez soi. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui ont été d'abord posés dans un décret qui date du 29 octobre dernier et qui ont été précisés dans le cadre d'un question-réponse du ministère du Travail qui a été mis à jour le 6 novembre dernier, que vous retrouvez en ligne sur le site du ministère du Travail.
Alors là, je vous ai remis dans cette slide-là que vous avez là à l'écran les établissements qui sont autorisés à accueillir du public dans le respect des gestes barrières. On y retrouve notamment les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis, mais c'est plus globalement tous les prestataires de formation qui ont vocation à dispenser des activités de formation. Donc, sont également d'ailleurs visés les établissements d'enseignement dans cet univers-là. Voilà pour ce qui était des mesures d'urgence qui ont été prises, confirmées, voire réaffirmées, voire adaptées très clairement dans le cadre de l'épisode 2, si j'ose dire, de la période de confinement. Si on regarde maintenant les mesures au titre du plan de relance en matière de formation professionnelle, alors Aurélia vous l'a commenté un peu en guise d'introduction, c'est vrai que le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Sur ces 100 milliards d'euros, globalement, il y a 3 volets. Il y a un volet écologie, un volet compétitivité des entreprises, dans lequel on retrouve finalement l'ensemble des mesures à la fois économiques et fiscales en faveur des entreprises et plus particulièrement des TPE-PME. Et puis un volet cohésion sociale. Dans ce volet cohésion sociale, évidemment, on a notamment l'ensemble des mesures en matière d'emploi et de formation professionnelle. L'une des principales mesures en matière d'emploi en faveur des salariés qui sont déjà en emploi, c'est ce qu'on a appelé le bouclier anti-licenciement. C'est évidemment, j'ai envie de vous dire, l'ensemble des mesures relatives à l'activité partielle. C'est-à-dire l'activité partielle qui concrètement permet de mettre sous pompe et très clairement les entreprises pour faire en sorte qu'elles ne décrochent pas, qu'elles ne dévissent pas et que pendant la période de l'activité partielle, une espèce de forme de bulle d'air, si j'ose dire, qui évite autant que possible évidemment les licenciements économiques. Alors, dans le cadre de l'activité partielle, ce qui a évidemment évolué d'ailleurs avec la première période de confinement, ça a été le fait pour l'État de débloquer des fonds de façon tout à fait inédite dans le cadre de ce qu'on appelle le FNE Formation. Et ce FNE Formation, qui à l'origine était d'ailleurs incompatible avec l'activité partielle, a été complètement revu. Et donc les textes, notamment circulaires ministériels, ont été modifiés pour faire en sorte que ce budget de l'État puisse être ajusté et justement utilisé précisément lorsque les salariés sont placés en activité partielle. L'idée étant de dire, surtout pendant la première période de confinement, plutôt que de rester chez soi à rien faire, il faut surtout permettre aux salariés de ne pas décrocher et donc, tant qu'à faire, autant que possible de leur permettre de se former de chez eux plutôt que de ne pas travailler, enfin, de ne pas s'occuper, en tout cas, on va dire, sur le terrain professionnel, dans l'environnement de travail. Donc, c'est ce qui a été rectifié et les textes ont été modifiés en ce sens pour faire en sorte que le FNE Formation puisse justement permettre à l'État de financer des actions de formation, alors en présentiel ou en distanciel. Il n'y a pas de discrimination, si j'ose dire, par rapport à la modalité pédagogique qui est retenue, et c'est au bénéfice des salariés qui sont en tout ou partie placés en activité partielle. Donc, cette première mesure qui avait été prise en fait à l'origine dans le cadre de la première période de confinement, au titre des premières mesures d'urgence, a été repris, relayé et entériné, si j'ose dire, de façon un peu plus stable et pour une durée malheureusement un peu plus longue. On s'est projeté bien au-delà de la première période de confinement, puisque dans le cadre du plan de relance, de façon articulée à la redéfinition, on va dire, des régimes juridiques possibles dans le cadre de l'activité partielle et donc de l'enveloppe financière de l'État que l'État a mis pour soutenir l'activité partielle. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que là, on est plus sur des mesures propres au droit du travail. Eh bien, par ailleurs, sur le sujet formation des salariés en activité partielle, l'État a confirmé, précisé et réajusté le tir pour dire qu'il y aura une enveloppe conséquente, très conséquente, au titre du FNE Formation, plus de 5 000 millions d'euros là, pour venir soutenir l'effort de formation pour ces entreprises-là. Donc, c'est toutes les entreprises qui recourent à l'activité partielle qui vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge par l'État des coûts pédagogiques de la formation de leurs salariés placés en activité partielle. Toutes les formations sont éligibles à ce dispositif-là, hormis les formations dites obligatoires en matière de sécurité au travail et les formations en alternance. Alors, pourquoi on écarte l'apprentissage? Tout simplement parce que
les contrats d'apprentissage, le financement de ces contrats a été maintenu, y compris d'ailleurs pendant la première période de confinement, par les opérateurs de compétences. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas doublonner le financement de la prise en charge de ces formations. Quand on est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu, donc il faut bien veiller évidemment à recueillir l'accord écrit au préalable du salarié, parce que vous savez qu'on ne peut pas imposer à un salarié de se former en dehors de son temps de travail. Le sujet du FNE formation, c'est bien celui que vous soulevez, Mathilde, par rapport à votre question, c'est bien effectivement le fait que l'État, au-delà du 31 octobre dernier, a accepté de proroger ses règles de financement. On a prorogé le principe d'un financement, mais selon des règles qui ont été modifiées. À savoir que, je crois que c'est la slide d'après, Aurélia, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais je pense que je vous l'ai écrit, à savoir que, je vous l'ai mis, j'ai dû vous mettre encore après, à savoir que on peut s'arrêter déjà sur cette slide-là, jusqu'au 31 octobre dernier, les règles étaient les suivantes, c'est l'État, via la Directe, qui était l'organe déconcentré de l'État au niveau de la région, qui en pratique finance ces formations, eh bien, finançait 100% des coûts pédagogiques sans plafond horaire. Avec une petite subtilité, selon que le coût de la formation était supérieur ou inférieur à 1 500 €, jusqu'à 1 500 € pour faire court, la Directe payait les yeux fermés. Au-delà de 1 500 €, il y avait une instruction un peu plus poussée du dossier pour effectivement revérifier la cohérence de l'ensemble et l'adéquation du prix de la formation par rapport à l'objectif et le nombre de salariés formés. Depuis le 1er novembre dernier, et ça je pense que c'est la slide d'après si je vous l'ai bien écrit, mais je pense que je vous l'ai écrit, les règles ont été modifiées puisque l'État a réajusté le tir. L'idée c'est que l'État prend en charge 80% des coûts pédagogiques pour les salariés qui sont placés en activité partielle de longue durée, dans le cadre d'un accord collectif de travail, et 70% du coût de la formation pris en charge par l'État pour les salariés placés en activité partielle, entre guillemets, de droit commun, c'est-à-dire en dehors de tout dispositif d'APLD. L'APLD étant donc l'activité partielle de longue durée. Alors, dans le cadre de l'APLD, en fait, qu'on soit en activité partielle de longue durée ou en activité partielle de droit commun, si j'ose dire, le régime, les règles applicables au FNE sont les mêmes. Donc, c'est bien effectivement des formations non obligatoires qui ont vocation à être dispensées dans ce cadre-là. Enfin, à tout le moins, des formations obligatoires en matière de sécurité ne peuvent pas être financées via la FNE dans ce cadre-là. C'est très clairement le sens, d'ailleurs, d'une circulaire ministérielle qui avait été récemment publiée. Alors, c'est vrai qu'on a, nous, en matière, j'ai envie de vous dire, de sources juridiques, on est un peu court quand même, les avocats et juristes, quand on travaille sur ce sujet FNE. Pourquoi? Parce que finalement, on a un peu une forme de délitement quand même du corpus juridique, c'est-à-dire que le FNE formation, il est codifié, il n'est pas défini précisément sur ses modalités de prise en charge par un texte ni réglementaire ni législatif. Ce sont des circulaires de nature administrative qui ont vocation à préciser ces règles-là. Et là, très clairement, c'est d'ailleurs sur le site du ministère de l'économie que ces nouvelles règles ont été publiées. Et il se trouve qu'à partir du moment où ces règles circulaires ministérielles sont publiées sur un site gouvernemental, ces règles sont bien opposables à l'ensemble des administrés. Voilà. Alors, il peut y avoir des cofinancements par les opérateurs de compétences. Ces cofinancements peuvent provenir uniquement de contributions de nature conventionnelle ou de versements volontaires, puisque là aussi, le ministère du Travail a publié une position assez récente pour considérer que le FNE formation n'a pas vocation à être complété par des financements OPCO sur les fonds mutualisés de nature légale. Voilà. Donc, il est très probable qu'au regard de cette nouvelle règle, on va dire administrative, les OPCO soient contraints de changer un peu leurs règles de prise en charge. Alors, je vous propose peut-être de passer à la thématique d'après, qui est l'aide à l'embauche d'alternants. Donc ça, c'est une autre mesure du plan de relance qui a été largement commentée. Elle est assez inédite. Elle permet à tout employeur d'alternants, que ce soit des jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, de bénéficier d'une aide exceptionnelle versée par l'État dès lors que le contrat de travail est conclu jusqu'au 28 février prochain.
C'est la date de signature du contrat qui prévaut, pas la date de démarrage de la formation. Pour les recrutements qui sont concernés, on est sur toutes les formations préparant une certification inscrite au RNCP. Ça va jusqu'au niveau 7, donc c'est un équivalent Master 2. Donc là, on ratisse large, si j'ose dire. C'est toutes les certifications qui sont concernées, mais ce sont bien toutes les certifications, mais que les certifications. Donc, précisément, les contrats de pro qui préparent un métier repère, mais qui ne sont pas certifiants, ne sont pas éligibles à l'aide exceptionnelle. L'aide s'élève à 5 000 € pour les alternants mineurs, 8 000 € pour les alternants majeurs, sachant que c'est bien les alternants majeurs, ils sont tous concernés jusqu'à 30 ans révolus. Donc là encore, j'ai oublié de le préciser, mais pour les apprentis, ça va de soi, puisque de toute façon, l'apprentissage est capé jusqu'à 29 ans révolus. Pour les contrats de pro, vous savez qu'on peut embaucher des jeunes en contrat de pro, même s'ils sont un peu moins jeunes, vous voyez, au-delà de 30 ans. Eh bien, pour ceux-là, ils ne seront pas éligibles à l'aide puisque c'est vraiment une mesure que l'État a voulu centrer au seul bénéfice des jeunes jusqu'à 29 ans révolus. Donc, l'aide exceptionnelle n'est accessible aux employeurs que pour des jeunes embauchés jusqu'à 29 ans révolus, quelle que soit la nature du contrat, apprentissage ou contrat de pro. Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille d'effectif. Donc ça, c'est plutôt très, très favorable, notamment pour les grandes entreprises qui craignaient effectivement d'être écartées du bénéfice de la mesure, puisque je vous le rappelle, depuis la loi à venir, on a en matière d'apprentissage une aide désormais dite unique qui s'applique pour l'embauche de tout apprenti, alors à certaines conditions, et notamment à la condition que l'entreprise ait un effectif inférieur à 250 salariés. Donc, en principe, les grandes entreprises qui ne sont pas éligibles aujourd'hui à l'aide unique lorsqu'elles embauchent un apprenti pouvaient craindre effectivement d'être écartées de l'aide exceptionnelle, et ce n'est pas le cas. Ceci étant dit, ce n'est pas le cas, c'est vrai, mais il y a une petite différence de traitement quand même entre les petites et les moyennes et les grandes entreprises, puisque pour les plus grandes entreprises, il va falloir quand même montrer patte blanche en 2021 et démontrer qu'on a bien atteint dans ses effectifs annuels moyens un quota d'au moins 5% d'alternants en 2021, ou si on n'a pas atteint ce quota-là, eh bien qu'on a au moins atteint le seuil de 3% d'alternants avec une progression d'au moins 10% par rapport à 2020. Voilà. Donc, c'est quand même c'est une mesure qui est quand même conditionnée à une obligation de résultat, si j'ose dire, pour les entreprises à partir de 250 salariés. Et c'est donc quelque chose qui, évidemment, mérite d'être regardé de près pour les plus grandes entreprises, parce que c'est quand même très désagréable de devoir rembourser l'État d'une aide exceptionnelle pour laquelle les entreprises ne seraient finalement pas éligibles in fine. Sachant qu'en pratique, c'est l'ASP, c'est l'Agence du service des paiements, qui est chargée de verser cette aide exceptionnelle. Voilà sur l'aide à l'embauche. Une autre mesure qui est assez intéressante, alors qui est évidemment qui concerne au premier rang, au premier chef, les jeunes et puis les CFA, mais qui n'est pas inintéressante non plus pour les entreprises qui n'embauchent pas ou qui ne sont pas en état d'embaucher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui est prévue dans le cadre du plan de relance, qui permet à des jeunes de pouvoir s'inscrire en CFA alors même qu'ils n'ont pas encore trouvé d'employeur. Donc, ils vont pouvoir démarrer leur formation tout en continuant à rechercher de façon active, si je veux dire, une première entreprise susceptible de pouvoir les embaucher en contrat d'apprentissage. Cette période-là, elle va pouvoir aller jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire que le CFA va assurer la formation du jeune sans contrat pendant 6 mois. Donc, il a un délai de 6 mois au lieu de 3, tel que le prévoyait la loi à l'origine, pour trouver un employeur. Pour tous les cycles de formation qui démarrent jusqu'au 31 décembre prochain, donc l'échéance arrive bientôt là, à terme, enfin c'est quand même quelque chose qui est intéressant à souligner. Toutes ces formations sans contrat d'apprentissage vont être financées par l'opérateur de compétences qui a d'ailleurs été désigné par arrêté ministériel qui est l'OPCO-EP. Alors selon des modalités variables, selon que le jeune arrive finalement à trouver un employeur pendant le premier trimestre ou au cours du deuxième trimestre de son démarrage de formation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais quoi qu'il en soit, le CFA a bien un financement pour cette période de formation sans contrat qui est garantie, et qui est, on va dire, une forme d'indemnisation qui ne correspond très certainement pas au niveau de prise en charge du contrat, quoique ça se regarde de plus près au cas par cas, mais on est sur un montant forfaitaire de 500 € par mois de formation
assurés par le CFA. Donc, ça correspond à 1 500 € par trimestre de formation concernée. Voilà. Je disais que ce n'était pas inintéressant pour les entreprises qui n'embauchent pas ou qui ne sont pas en situation d'embaucher parce que pendant toute cette première période, eh bien, le jeune va pouvoir réaliser des stages d'observation dans les entreprises qui ne seraient pas en état ou susceptibles le jeune, voire pas du tout pour des raisons autres que l'on peut assez bien présumer vu le contexte actuel. Alors, ces stages d'observation, ce sont bien des stages d'observation. Donc, le risque quand même que nous, on craint quand même, c'est des risques de détournement, mais parce qu'on voit le mal partout quand on est avocat en droit social. Donc, évidemment, c'est pas de faire travailler le jeune sous couvert d'observer les situations de travail, mais c'est quand même une expérimentation possible et qui est intéressante de souligner parce que utilisé à bon escient, ça peut permettre effectivement de faciliter potentiellement les intégrations et les prises de contact avec des jeunes, et en tout cas au moins de leur permettre quand même de pouvoir mettre les pieds dans l'entreprise au travers de ces stages d'observation. Voilà pour ce qui concerne les mesures du plan de relance en matière d'apprentissage. On a d'autres mesures toujours consacrées sur l'alternance, puisque c'était un des axes forts de la réforme, de faire en sorte que l'apprentissage soit largement développé dans les années qui viennent. Donc, on a d'abord une dotation financière de l'État au profit de France Compétences pour venir soutenir et compléter le financement des dispositifs de formation en alternance qui sont aujourd'hui assurés par les OPCO. Donc, cette dotation financière s'élève à 750 millions d'euros en 2021 et elle a pour objet de venir compléter en tant que de besoin, par un apport de financement complémentaire, les contrats de pro, les contrats d'apprentissage et le dispositif PROA qui est l'action de promotion de reconversion par l'alternance. Voilà. Autre mesure qui permet au CFA de les accompagner dans un investissement en équipement, un équipement pédagogique, puisque effectivement au titre de ce premier équipement pédagogique, eh bien, on est venu préciser que ce montant forfaitaire de 500 € pouvait permettre, par apprenti, pouvait permettre d'acheter du matériel notamment informatique afin de pouvoir équiper notamment les apprentis. L'équipement informatique, si c'est de l'informatique, attention, il faut qu'il soit bien à visée pédagogique uniquement. Voilà. Dernier point qui est plus un vieux pieu qu'une mesure très concrète qui figure dans le plan de relance, c'est de permettre à tous les jeunes, lorsqu'ils sortent du collège ou lorsqu'ils sont titulaires d'un bac à l'issue du lycée, de pouvoir se voir proposer au moins une offre de formation en apprentissage lorsqu'ils formulent ce choix d'orientation, ce choix d'insertion professionnelle via, vous savez, les plateformes d'orientation que sont Affelnet quand on à la sortie de la troisième, à la sortie du collège, ou Parcoursup quand on sort du lycée. Voilà, alors je dis que c'est un vieux pieu parce que le principe est posé, mais encore faut-il réunir toutes les parties prenantes et voir comment concrètement on fait pour faire en sorte qu'il y ait bien une rencontre à la fois de l'offre et la demande, si j'ose dire. Voilà. Tout ceci sur l'ensemble du territoire français, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, autre mesure désormais hors apprentissage à proprement parler, en matière de formation, ça se traduit dans le cadre du plan de relance à chaque fois par des dotations financières publiques au soutien d'un certain nombre de dispositifs ou d'un certain nombre de mesures. Alors, il y a notamment la question de la digitalisation de l'appareil de formation dont a parlé Aurélia tout à l'heure, qui est évidemment un vrai sujet pour l'ensemble des prestataires de formation. Il est question là effectivement de venir financer la digitalisation à la fois du contenant et du contenu. Donc, il y a un vrai sujet là sur lequel d'ailleurs le FOD s'est mobilisé. On a une dotation financière de France Compétences, je l'avais dit, pour le financement de l'alternance et de façon plus spécifique pour les associations Transition Pro, 100 millions d'euros, et pour la PROA, à hauteur de 270 millions d'euros. Alors ça, c'est quand même un sujet parce que, enfin c'est quand même un sujet, c'est intéressant d'observer que ces deux dispositifs-là, que sont d'un côté les projets de transition professionnelle qui sont financés par les assos Transition Pro désormais, vous savez, l'ancêtre, c'était le CIF, qui était auparavant géré par le fonds GESIF et les OPACIF, au même titre d'ailleurs que la PROA, ce sont deux dispositifs d'accès à la formation qui ont fondamentalement, en tout cas dans leur philosophie, le même objectif in fine, qui est permettre suivre une formation certifiante
priori plutôt de longue durée, enfin pas toujours, enfin c'est quand même une logique de formation certifiante pour permettre à la personne de se reconvertir. Donc on est quand même dans une logique de reconversion professionnelle, de changement de métier. Alors, pas forcément dans tous les cas de changement de secteur professionnel, mais en gros, les indicateurs clés, c'est je change de CCN, de convention collective, je change de code ROM, parce que je change vraiment de métier, je change de code NAF, donc je change vraiment de secteur d'activité. Bon, on est dans cette logique-là. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces deux dispositifs d'accès à la formation sont un peu les parents pauvres, si j'ose dire quand même, de la loi Avenir professionnel, en ce sens où ce ne sont pas les dispositifs de formation qui ont été les mieux dotés ou qui ont été posés comme l'objectif sacro-saint de la réforme de la formation. La loi Avenir, elle avait pour objectif d'abord de poser la focale sur l'apprentissage, les demandeurs d'emploi et le CPF. Si je caricature un peu, c'est très clair que le sujet des projets de transition pro et de la ProA, bon, l'un et l'autre, pour des raisons un peu différentes d'ailleurs, enfin globalement, ce n'est pas les dispositifs qui ont été, on va dire, posés sur un piédestal. Pour la ProA, l'exemple le plus flagrant, c'est le nombre d'accords collectifs de branche qui ont été portés à l'extension du ministère du Travail. Quand vous comptez le nombre d'accords de branche qui ont effectivement été étendus à date, puisque c'est ce mécanisme de l'extension ministérielle qui va permettre aux salariés, aux entreprises de recourir à la ProA, on a encore moins de 20 aujourd'hui qui ont été étendus. Donc, c'est quand même là très clairement la démonstration que sous couvert de règles juridico-techniques et de processus administratifs un peu longs, on ne cherche pas forcément à faciliter la mobilisation d'un dispositif assez nouveau. Et pourquoi j'en parle? Parce que finalement, au travers de ces deux dispositifs, ils ont tous les deux le même objectif, c'est d'aider la reconversion professionnelle par des formations certifiantes. Et c'est quand même tout le sujet de la problématique d'aujourd'hui, qui est comment on va faire pour faire en sorte que les entreprises ne recourent pas à des plans de licenciement massifs et que tout un tas de salariés se retrouvent confrontés à des risques d'inemployabilité ou de chômage de longue durée. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ce que je pense avoir décrit dans la slide d'après, la dernière slide qui figure là. Eh bien, l'État a engagé des discussions avec les partenaires sociaux autour d'un nouveau dispositif qui se dénommerait, je vais employer quand même du conditionnel, la transition collective. La transition collective, c'est quoi? C'est un dispositif de formation certifiant à destination de salariés qui sont encore dans les effectifs de l'entreprise, dont les emplois sont menacés ou qui sont très peu qualifiés, donc c'est vraiment les salariés les plus fragilisés, vers un métier qui serait porteur, un métier évidemment qui leur permettrait de repartir, on va dire, du bon pied et d'essayer de traverser quand même cette zone de turbulence qui risque malheureusement de s'inscrire dans la durée, au moins pour l'année 2021. Et donc, la modalité, c'est quoi? C'est ce qui est très intéressant et ce qui est en train d'être discuté avec l'État et qui devrait être mis en place d'ici la fin de l'année, selon les dernières communications du ministère du Travail, eh bien, c'est de permettre toujours au FNE formation. Le FNE formation, encore une fois, ce n'est pas un dispositif de formation en tant que tel. Hein. Il faut bien comprendre, c'est une enveloppe budgétaire. Donc, c'est les sous de l'État. Donc, c'est une aide publique. Donc, c'est faire en sorte que l'aide publique de l'État, dont le principe est posé dans le Code du travail, aide publique en matière d'emploi et de formation, qui en pratique est adossée à l'enveloppe FNE formation, et bien que cette aide publique puisse être mobilisée pour financer l'activité partielle, les formations d'activité partielle telles qu'on l'a vu précédemment, mais qui puisse aussi être mobilisée pour financer ces dispositifs dits de transition collective, qui seraient finalement des parcours de formation certifiants, plutôt de longue durée, pour des salariés qui sont encore dans l'entreprise, sur une base du volontariat, évidemment. Et alors après, la question, c'est est-ce que pour pouvoir bénéficier de ce FNE formation, faut-il que l'entreprise s'inscrive dans le cadre d'une négociation collective? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord collectif qui soit négocié au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets qui sont ouverts. Quelle articulation avec un accord, évidemment, de restructuration de l'entreprise, notamment avec le congé de reclassement, le congé de mobilité. Quoi qu'il en soit, le sujet qui se dessine de façon assez précise, c'est l'État pourrait financer non seulement les coûts pédagogiques, mais aussi le salaire maintenu du salarié pendant toute sa formation, selon l'échelle dégressive que vous avez là à l'écran, c'est-à-dire à 100% pour les petites entreprises, 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés et 40% pour les grandes entreprises à partir de 1000 salariés. Donc, autour de ça, il y a
pas mal de questions qui se posent. Hein. C'est quel est le véhicule juridique qui sera exigé, entre guillemets, pour que la directe finance le dispositif, un accord collectif préalable ou pas, etc. Bon, là, il y a un peu des questions juridiques qui se posent. Et puis après, sous l'angle financier, quelle est l'articulation possible de cette nouvelle forme d'utilisation du FNE formation avec les financements mutualisés. Là encore, la question se pose de quelle possibilité de cofinancement, notamment par les opérateurs de compétences, qui auraient là évidemment un rôle à jouer assez évident en termes d'accompagnement des entreprises, des entreprises qui relèvent de leur champ de compétences. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette énième nouveauté, qui n'en est encore pas une en réalité, parce que celle-ci, elle est encore finalement encadrée, pas encapsulée par aucun texte juridique de façon très précise. Mais je pense que c'était quand même important de vous en parler, parce que c'est une actualité qui est assez fraîche, mais qui devrait, si elle émerger et être mise en place d'ici la fin de l'année. Donc, il me semblait quand même important de vous en parler, parce que évidemment, derrière, beaucoup d'entreprises vont être très intéressés par le dispositif, c'est certain. Et donc, ça veut dire qu'en face, il faudra une offre de formation. Donc, sur la logique des formations certifiantes plutôt de longue durée, il faudra qu'il y ait une offre de formation disponible et adaptée en face. Voilà. Sabrina, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a eu plusieurs questions? Est-ce que tu veux qu'on passe un peu aux questions? Eh bien, tout à fait, Aurélien, vu qu'on est dans le timing, avec plaisir. Très, très bien. Tu es très, très précise. On avait dit 45 minutes, pas plus. C'est parfait. Donc, pour répondre effectivement aux questions, on va peut-être commencer par le FNE, où il y a plusieurs questions, notamment celle de Eve qui demande: les salariés qui ne sont pas en activité partielle dans une entreprise qui a déclaré de l'activité partielle peuvent-ils aussi bénéficier du FNE? La mixité dans le groupe est-elle toujours possible? Non. Le FNE, là, tel qu'il était reconfiguré, il est réservé à des salariés qui sont placés en activité partielle. D'autres questions? Arnaud Coulon qui nous dit bonjour. Est-ce qu'il est possible d'avoir un accès au FNE formation, quelle que soit la taille de l'entreprise? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je cherche les questions autour du FNE. Il y avait aussi deux autres questions auparavant sur les entretiens professionnels. C'est Caroline qui nous dit: nous avons réalisé des entretiens professionnels, mais pas sous le prisme du bilan. Les salariés recevront un document bilan début 2021. Est-ce que nous nous mettons en risque? Oui, en principe, le bilan, il faut qu'il soit réalisé au même titre que les entretiens professionnels. Donc, ça ne suffit pas de leur envoyer un état récap des mesures pour se dire que l'entretien est réalisé. D'autant que l'entretien de bilan, à 6 ans, celui-là, vous ne pouvez pas le modifier même par accord collectif. Vous savez que la loi, elle permet de modifier la récurrence des entretiens professionnels biennaux. En modifiant cette récurrence-là par une autre récurrence qui ne serait pas biennale, mais qui serait par exemple triennale. En revanche, l'entretien de bilan qui a lieu tous les 6 ans, ça, c'est une échéance qui est légale dans le public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la modifier. D'accord. Oui. Alban a une question, elle, sur le stage. Pouvez-vous rappeler si un stage en entreprise est possible et si oui, à quelles conditions? J'imagine qu'elle fait référence à la situation actuelle. Peut-on faire un stage en entreprise aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais sorti de son contexte, là, oui, on peut bien sûr faire un stage en entreprise. Après, tout dépend de quel type de stage on parle. Pour des stagiaires en formation initiale, c'est-à-dire des étudiants qui ont le statut d'étudiant en formation initiale, qui envisagent de faire un stage en entreprise, ils peuvent bien sûr faire leur stage en entreprise. Même s'il y a une partie des salariés qui sont placés en activité partielle, les stagiaires n'ont pas le statut de salarié, donc ce n'est pas le même régime juridique. Par contre, attention, les stagiaires que vous accueillez dans votre entreprise, vous devrez leur faire bénéficier des mêmes mesures de protection et notamment leur permettre d'appliquer le protocole sanitaire qui est applicable dans toutes les organisations de travail, quel que soit le statut des personnes qui viennent chez vous, en fait.
Merci, merci Sabrina. Sur l'apprentissage, Olivier Kirsch nous rappelle effectivement qu'il y a une question-réponse de la DGFP sur l'aide au premier équipement et il précise que la propriété des ordinateurs portables reste au CFA. Est-ce contraignant? Les CFA peuvent-ils en céder la propriété aux apprentis pour ne pas devoir gérer, j'imagine, le parc informatique de PC? Mais c'est pas trop la logique. Enfin, j'ai pas vérifié ce point-là, mais c'est pas trop la logique. La logique, c'est effectivement que l'aide au premier équipement bénéficie au CFA et qu'on soit pas sur un truc un peu inversé qui consisterait pour le CFA à essayer d'attraire les apprentis à lui en leur proposant de pouvoir potentiellement s'équiper et donc de récupérer des ordinateurs portables. Donc, ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est pour ça qu'il y a eu des précisions qui ont été apportées d'ailleurs par le ministère du Travail sur la thématique suivante. L'aide au premier équipement, c'est bien l'équipement du CFA en matériel informatique notamment à visée pédagogique. L'idée, c'est bien l'ordinateur portable, il appartient au CFA. S'il le met à disposition des apprentis, c'est bien pour permettre aux apprentis de pouvoir suivre une partie de leurs enseignements à distance, mais à la fin de leur formation, ils sont censés rendre le matériel au CFA. D'accord. Donc, ils rendent le matériel, le CFA le conserve. Lise Bourdon, toujours pour les CFA, nous dit, vous indiquez que l'aide des 500 € peut permettre à un CFA d'acheter du matériel informatique. Vous voulez dire que le CFA peut récupérer les 500 € pour acheter du matériel informatique? N'y a-t-il pas d'obligation de verser l'aide à l'apprenti? Non, pas du tout. Non, non, c'est en lien avec ce que je disais précédemment, c'est même plutôt l'inverse. Alors, je regarde les questions. Alors, on revient effectivement avec une question de Claude sur le nouveau FNE. Alors, Claude nous dit le nouveau FNE rebond. La mixité des publics n'est plus possible. Il est réservé aux salariés en AP ou en APLD. Je pense, répondait à la question préalable que tu m'avais posée, je pense. D'accord. Merci par écrit. Moi, j'avoue que je vais vous faire un aveu, je suis très honnête. Je n'arrive pas à parler et à répondre aux questions en même temps. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'y arrive pas. Je suis monotâche. Non, mais au début, tu as réussi à répondre quand même à plusieurs des questions qui avaient été posées en même temps que tu faisais ton exposé. Une question d'Aurélia. Alors oui, pour tout le monde, ou d'Aurélie, pour tout le monde, oui, la présentation, on vous enverra la présentation et puis ce webinaire est enregistré, donc pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu le voir en direct, on le mettra à disposition en rediffusion sur le site et la chaîne YouTube du FOD. Donc, pas de souci. Je lis en même temps les questions. Alors, oui, alors maintenant, on parle effectivement plutôt de cet aspect d'accompagnement à la digitalisation de l'appareil de formation. Une question de Bruno qui demande sur quoi porteront les critères pour l'aide à la digitalisation de l'appareil de formation? Comment cela sera-t-il ciblé? C'est une très bonne question. Honnêtement, là, je n'ai pas plus d'informations que nous tous, d'ailleurs, je pense, hein, là, dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on a quand même globalement, une fois qu'on a tous lu la page dédiée du plan de relance qui concerne la digitalisation d'offres de formation, qui pose le principe, certes, avec les enveloppes affectées, mais enfin, après, au-delà de ça, on ne sait pas très bien comment ça va se mettre en musique, quels sont les critères, les modalités, et d'ailleurs les conditions d'accès à ce financement-là. Donc, tout ça est assez... il suppose évidemment d'être précisé très clairement par le ministère du Travail. Bon, c'est des questions qui tombent bien parce que c'est des questions on sera amené à poser certainement à l'occasion de notre conseil d'administration du FOD, hein, à Karine Seller, qui nous fait le plaisir du coup de pouvoir venir en amont et répondre à un certain nombre de questions qu'on est amené comme vous à se poser sur le plan de relance pour en avoir un peu plus de précision et notamment sur effectivement ce que dit Sabrina, le financement, par quel circuit de financement et puis à partir de quels critères.
Donc, ça, c'est aussi une discussion qu'on voit dans le chat, hein, avec Jean qui nous dit, attention, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation? On peut faire, quelqu'un d'autre qui nous dit, c'est Béatrice qui nous dit, pourquoi imposer une plateforme? Il n'y a pas d'obligation, on peut faire de la formation à distance sans LMS. Ça, c'est tout à fait vrai, n'est-ce pas? Donc, ça, ce sont effectivement des discussions qu'on peut avoir, mais on ne pourra pas effectivement vous répondre en tant que tel aujourd'hui, puisqu'on n'en sait guère plus. Je regarde les autres questions. Caroline nous demande, dans le cadre de l'APLD, peut-on proposer des VAE et des bilans de compétences aux salariés? Dans le cadre des actions financées au titre du FNE, je suppose, hein. Oui. La réponse est oui. Oui, tous les dispositifs sont concernés, hormis l'apprentissage. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je regarde encore un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez encore 2-3 questions à poser soit sur les mesures d'urgence, soit sur les dispositifs mis en place depuis la crise? Je voyais effectivement une question d'Isabelle ou d'autres qui demandent, y a-t-il des financements pour aider à la transition numérique des organismes de formation? Donc, j'avais commencé à faire un début de réponse, effectivement, en parlant du programme du PIA, Programme d'investissement d'avenir, qui est géré par l'OPCO, ACTO et la FFP, entre autres. Et puis, qu'il y avait effectivement des appels à projets régionaux qu'il fallait suivre dans le cadre des PRIC ou des pactes. Voilà, qui est de toute cette enveloppe pour le développement, l'investissement dans le développement des compétences qui est fait entre l'État, en partenariat entre l'État et les régions. Une question de Nathalie qui nous dit, qui nous pose cette question: est-ce bien l'OPCO-EP qui a été désigné pour financer les 500 € par mois du jeune qui n'a toujours pas trouvé d'entreprise? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, je pense que nous avons répondu à toutes vos questions. Du coup, je propose, Sabrina, qu'on s'arrête ici. Je te remercie beaucoup. Mais avec plaisir, toujours. Voilà, d'avoir fait ce point juridique qui était important. Alors peut-être une question effectivement qui me vient en tête, et dont tu as parlé au début de ton intervention, qui était la question d'une plateforme qui pourrait devenir obligatoire dans le cadre de Calliope. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous en dire un peu plus? Ah bah, pas du tout plus que ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. C'est-à-dire que de toute façon, pour l'instant, rien n'est écrit. Ce qui avait été évoqué par le ministère du Travail au travers des publications récentes dans la presse spécialisée, hein, c'est de dire que potentiellement, puisque d'un côté, il y a la carotte de la dotation financière de l'État pour aider notamment les plus petits organismes de formation à accompagner, on va dire, leur mutation pour leur permettre d'être, on va dire, équipés d'outils pour favoriser et développer évidemment le recours aux formations multimodales, formations digitales. La contrepartie à cela serait effectivement d'introduire, d'intégrer un indicateur qui serait, parmi d'autres, hein, évidemment, mais dans le cadre du référentiel Calliope, qui consisterait effectivement à mesurer, vérifier la façon dont l'organisme de formation s'est équipé, on va dire, pour être en capacité de pouvoir proposer effectivement ces formations digitales. Donc, c'est un dossier. De toute façon, un sujet qu'il faut que nous, on observe et qu'on regarde, qu'on suive de très près au niveau du FOD. Hein. C'est un vrai dossier à suivre pour le FOD, effectivement, Sabrina. Sachant que on était, voilà, quand on a vu les annonces du plan de relance autour de la proposition d'équiper en plateforme les organismes de formation, au moins avec une plateforme de service public. Au FOD, on a essayé de réfléchir à ça en se disant qu'effectivement, c'était certainement un premier pas, mais
on était plus enclin à se dire qu'il fallait avoir une véritable réflexion beaucoup plus globale autour de la transition numérique générale de l'organisme de formation que de commencer effectivement à penser équipement et dotation de ce type-là et de mettre en avant, comme le dit souvent plusieurs de nos adhérents, plutôt l'ingénierie de formation et puis une approche multimodale de la formation. Oui, bien sûr. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les aspects réglementaires. Je voulais simplement vous préciser que nous avons beaucoup de webinaires en ce moment, hein, c'est l'actualité qui le veut. Donc la semaine prochaine, nous aurons un webinaire qui est programmé le 24 novembre. Et à cette occasion-là, nous présenterons le livre blanc du FOD réalisé par l'Observatoire du Digital Learning et qui donnera les grandes tendances des pratiques et des usages depuis la crise. Et ce webinaire permettra aussi, nous y avons invité Bernard Barbier, directeur du défi métier CAREF OREF Île-de-France, pour avoir un regard croisé avec leur propre étude sur leur volet francilien qui concerne cette étude plus effectivement les organismes de formation. Donc, je vous dis à tous, rendez-vous le 24. Sabrina, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis à tous et à tous, écoutez, oui, à très bientôt et bonne fin d'après-midi.